N'avancez pas. Oh, ça va. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avancez. Pousse-casse, qu'est-ce que tu fous là? T'es pas bien ou quoi? Avance sur cul, mais pousse-toi. Et qu'est-ce que t'as, t'es débile? Dégage. Enlève ta gueule de là et casse-toi, mémé. Tu bouges le cul pour ça. Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, 80 centimes la canette de Coca-Cola. Je vais à Auchan, je l'ai pour 20 voire 30 centimes moins cher. Moi aussi j'aurai les nerfs. C'est pas moi le voleur. C'est pas moi qui demande 85 cents pour une connerie de Coca. C'est vous le voleur. Je ne fais que défendre mes droits de consommateur. Vous êtes prêts? C'est parti pour Chute Libre. Alors, Chute Libre ou Falling Down en VO est un thriller américain sorti en 1993 et réalisé par Joel Schumacher. Né en 1939 dans l'état de New York, Joel T. Schumacher vient d'un père allemand et d'une mère suédoise qui ont quitté l'Europe durant la Deuxième Guerre mondiale. Durant sa jeunesse, il suit des études artistiques à la Fashion The New School for Design, puis la Fashion Institute for Technology, pour ensuite travailler en tant que designer dans le cosmétique pour la marque Devlon durant les années 60. Puis il décide de se lancer dans l'industrie cinématographique au début des années 70, d'abord en tant que costumier pour des cinéastes tels que Woody Allen et Herbert Ross, et ensuite en tant que scénariste, que ce soit Sparkle de Sam Austin, Car Wash pour Michael Schultz, voire The Wiz pour le grand Ciné Lumet. Excusez du peu. Son ascension dans le domaine de la réalisation va se faire sur un petit coup du sort. En effet, au début des 80s, le roman L'homme qui rétrécit de Richard Matheson devait, après celle de 1957, avoir une nouvelle adaptation sous la houlette de John Landis, mais suite à des différends avec Universal Pictures, qui va réduire le budget de 30 à 10 millions de dollars, quitte le projet. Joel Schumacher le remplace en essayant de faire du mieux qu'il peut, mais le mal est fait. Sorti en 1981, La femme qui rétrécit, qui est devenue une parodie bien que drôle par moments, sera un cuisant échec. Pour démarrer sa carrière, ça commence mal. Cependant, Universal, conscient des problèmes de production et que la faute n'est pas incriminée à Joel Schumacher, lui laisse une seconde chance 2 ans plus tard avec SOS Taxi. Comédie d'action où l'humour vulgose et pas très fin peut en rebuter certains, mais son côté débridé ainsi que la participation de Adam Baldwin et Mr. T peut amener un intérêt nostalgique aux aficionados du genre. Bien qu'il soit mal reçu par la critique, il sera néanmoins un succès commercial. Cependant, son premier vrai carton va arriver en 1985 avec son 3e long métrage, St. Elmo's Fire. Film choral traitant de l'adolescence, le film est cité comme référence aux œuvres affiliées au Brat Pack, cette troupe d'acteurs que vous connaissez forcément, Emilio Estevez, Anthony Michael Hall, Jude Nelson, Demi Moore, Robert Downey Jr., Tom Cruise, Kevin Bacon, voire Kiefer Sutherland, qui ont tous été affiliés à ce pseudo-collectif. Bien sûr, les films de John Hughes, The Breakfast Club et La folle journée de Ferris Bueller sont les premiers noms à venir en tête quand on cite le Brat Pack, mais St. Elmo's Fire est une œuvre importante de cette période. Gros carton au box-office, même si certains louent plus la qualité du film au talent des acteurs qu'à celui du cinéaste. Très bien, il va pouvoir fermer des bouches avec son film suivant où pour la première fois, il va s'aventurer dans le fantastique. Et oui, après le succès de Vampire, vous avez dit Vampire, déjà chroniqué sur la chaîne, Richard Donner, le réalisateur de Superman et de La Malédiction, imagine une histoire avec des enfants aux prises avec des vampires, mais trop occupé sur le tournage de L'Arme Fatale, il propose Marie Lambert à Warner Bros qui quitte le projet pour différents artistiques. Finalement, Joel Schumacher est choisi, demandant par contre à ce que les enfants soient remplacés par des adolescents, et voilà, Génération perdue. Véritable emblème du cinéma vampirique de la décennie, mixant sans concession humour, horreur et teen movie, Génération perdue est un véritable déboussiérage du genre sur l'image comique et trash du vampire. Aidé par une super BO, Joel Schumacher propose une mise en scène accentuée par des visions cauchemardesques, tenant plus du conte. D'ailleurs, son titre anglais The Lost Boys renvoie à Peter Pan sur l'adolescence se refusant au monde adulte. Et pour la première fois, le cinéaste va enfin connaître le positif, aussi bien par la critique qui loue ses qualités esthétiques et commercial, rapportant 32 millions de dollars pour 8 millions de budget. Cette incursion horrifique lui permet de prolonger dedans avec en 1990 L'expérience interdite. Dirigeant un casting de dingue, Julia Roberts, Kiefer Sutherland, William Baldwin et Kevin Bacon, qui tentent de découvrir l'au-delà en se mettant en condition de mort imminente
avant d'être ramené à la vie. Cependant, cette expérience va avoir des répercussions avec des événements étranges et terrifiants. Un thriller pesant connaissant un gros succès commercial et agrémenté d'énormes qualités visuelles, sûrement le film le plus connu du réalisateur. À partir de ce moment-là, Joel Schumacher devient très convoité par les studios, tournant avec les plus grands, Julia Roberts sur Le Choix d'aimer, Tommy Lee Jones et Mary-Louise Parker avec Le Client, Matthew McConaughey, Samuel L. Jackson sur Le Droit de tuer, sans oublier Michael Douglas par rapport au film du jour. Mais gros tournant en 1995, après Batman et Batman le défi, Warner Bros souhaite traiter le super-héros de façon tout public et décide de remplacer Tim Burton par Joel Schumacher pour Batman Forever et Batman et Robin. Val Kilmer, succédant à Michael Keaton, Batman Forever confronte la chauve-souris à double face et l'homme mystère interprété par Tommy Lee Jones et Jim Carrey, sans oublier l'apparition de Robin. Si le ton n'est plus le même, plus coloré et ironique, ce qui a décontenancé beaucoup de fans, mais le succès sera au rendez-vous, surtout en grande partie à la performance de Jim Carrey en totale roue libre. Par rapport au quatrième opus, Batman et Robin, ça va être un peu plus compliqué, malgré ses têtes d'affiche, George Clooney, Arnold Schwarzenegger, Alicia Silverstone ou encore Uma Thurman. Le film a été détruit par tout le monde. Kitsch à souhait, sans l'humour et les allusions homosexuelles ultra forcées. Pour un budget à plus de 100 millions, le box-office déçoit et la franchise Batman s'arrêtera pendant quelques années. Joel Schumacher s'excusera même d'avoir tué Batman. Suite à ce cuisant échec, le cinéaste revient à des productions plus indépendantes durant les années 2000. 8 mm où il narre l'histoire d'un détective privé joué par Nicolas Cage qui enquête sur la véracité d'un snuff movie. Bad Company, buddy movie décomplexé où le duo Chris Rock, Anthony Hopkins cabotine à outrance dans ce blockbuster explosif. Tigerland, montrant des jeunes soldats formés à la guerre du Vietnam en Louisiane où les conditions rappellent celles de la guerre alors que l'opinion publique se questionne encore sur l'intérêt de poursuivre l'affrontement, sans oublier Fun Game où un attaché de presse interprété par Colin Farrell, déjà présent dans Tigerland, se retrouve piégé dans une cabine téléphonique aux prises avec un tireur. Pour ce dernier, il retrouve le succès et la confiance des studios. Assez pour revenir dans le registre fantastique avec en 2004 une nouvelle adaptation du Fantôme de l'Opéra, se rapprochant plus de la comédie musicale que de l'œuvre originale de Gaston Leroux, mais qui ne fera pas l'unanimité malgré un box-office positif. Par contre, je ne pourrais pas en dire autant du Nombre 23 sorti en 2007, retrouvant Jim Carrey 12 ans après Batman Forever, confronté à une obsession au numéro 23, prenant le pas sur sa vie. Aucune tension, aucune peur, le cinéaste est incapable de se réapproprier le mystère et les troubles psychologiques de son personnage pour le faire basculer dans la paranoïa. Échec sur tous les tableaux. À partir de là, niveau ciné, on va aller assez vite parce que le reste de sa filmographie est d'un intérêt très relatif. Blood Creek, film d'horreur qui a pour seul intérêt de montrer des stars montantes comme Henry Cavill et Michael Fassbender. 12, adapté du roman de Nick McDowell où sa surinfluence sur les films de drogue pèse sur sa qualité cinématographique. Enfin, Effraction, direct ou DVD où il dirige un Nicolas Cage pas investi, même avec Nicole Kidman, ce thriller sans inspiration, méchant, désagréable et ultra prévisible est à éviter. Ce sera son dernier film. En fait, son dernier film de table sera pour la télévision où il mettra en scène 2 épisodes pour la première saison de House of Cards, série produite par son ami David Fincher, qui seront acclamés pour la qualité de sa réalisation. Ce sera son dernier effort. En effet, Joel Schumacher décédera en 2020 d'un cancer. En une vingtaine de films et 40 ans de carrière, Joel Schumacher aura eu une carrière en dents de scie, ayant révélé Kiefer Sutherland, Demi Moore et Colin Farrell, ridiculisé Batman et n'avoir jamais fait consensus auprès des critiques. Une vie bordélique qui reflète parfaitement sa personnalité, aussi bien privée que professionnelle, ayant découvert à l'adolescence les drogues et son homosexualité. Une manière de revêtir les mythes hollywoodiens les plus archaïques de la culture américaine, parfois de manière kitsch et outrancière, mais toujours avec un propos derrière. Un réalisateur fascinant et disposant d'une filmographie beaucoup plus riche aux premiers abords. Misant sur l'efficacité, il a su varier les genres et y apporter une petite touche transgressive, comme le film qui va nous intéresser. En effet, en 1990, Michael Douglas était producteur de L'Expérience Interdite et, impressionné par le travail de Joel Schumacher, veut lui proposer de bosser ensemble. Entre-temps, l'acteur est au sommet de sa carrière suite au carton d'Une lueur dans la nuit et de Basic Instinct. Le tournage débute printemps 1992 mais prend du retard à cause des émeutes de Los Angeles suite à l'affaire Rodney King, narrant les déboires d'un mec tout ce qu'il y a de plus banal mais qui représente la synthèse parfaite de ce qu'on appelle la journée de merde. Ainsi sort en 1993 Chute libre. L'histoire, un citoyen américain basique, patientant interminablement dans sa voiture immatriculée Defense, se retrouve coincé dans un énorme embouteillage à Los Angeles, chaleur insoutenable, tension palpable et comprenant qu'il n'arrivera pas à temps pour l'anniversaire de sa fille. Il décide de sortir de sa voiture pour faire le chemin à pied. Cependant, son trajet va être bravé d'obstacles.
Braquages, fusillades et rencontres improbables vont se mettre sur sa route. L'inspecteur Prendergast, à qui c'est son dernier jour avant sa retraite, va le prendre en chasse avant qu'il ne fasse plus de dégâts. Chute d'un homme excédé par les travers de la société, décidant d'affronter les injustices d'un quotidien morose et tentaculaire auquel nous sommes enfermés, Chute libre se présente comme un exutoire symbolisant le ras-le-bol d'une industrie lésée par une apologie de la violence pour faire bouger les choses. Une quête destructrice avec les âmes comme vecteur de sens où William Foster n'est pas le héros que l'on attendait mais plutôt le produit névrotique d'un modèle américain et les dangers réels d'une société consumée par le travail et la surconsommation au détriment de l'humain. Conscient des rouages du système, cet homme qui n'a plus rien à perdre va en chemin s'y opposer de façon de plus en plus violente à travers ces différentes rencontres. Un scénario à la base rejeté par tous les studios hollywoodiens avant que Michael Douglas ne le récupère et décide de s'investir à 100%, avouant qu'il s'agit d'un des meilleurs scripts qu'il ait jamais lu, quitte à baisser son salaire pour obtenir le rôle principal. D'accord. Vous voulez ma mallette? Ça va, je vais vous la donner. Prenez ma mallette. Tenez, vous la voulez ma mallette? La voilà! La voilà! La voilà la mallette! La voilà! Un ombrage abordant les inégalités économiques et raciales dans une ville comme Los Angeles, combiné entre les blancs, les afro-américains et les hispaniques, conférant une dimension toute particulière à Chute libre. Partant d'une idée simple, le pétage de plomb d'un citoyen américain en apparence modèle qui poussait à bout dans son incroyable pente d'ouverture pour montrer l'envers du décor et la situation radicale que notre anti-héros subit. Chaleur étouffante, bouchons, cris d'enfant dans le bus à côté de son véhicule, mouches qui lui tournent autour, sans oublier les inserts et bruitages rendant hommage au magnifique 8,5 de Federico Fellini, une désagréable impression de n'être qu'une minuscule fourmi dans un gigantesque nid à millions d'habitants auquel il n'y a aucun échappatoire, ce qui va excéder le burn-out de William Foster, voulant à tout prix rejoindre sa fille pour son anniversaire, alors que son ex-femme le lui interdit, bravant les dangers par sa volonté et l'ultra-violence. Il faut viser d'abord. D'accord. Attention! C'est rien passé. Ah, c'est les munitions qui devaient être nazes. Un pur défouloir et en même temps source de malaise omniprésent car présenté au départ comme une victime, William Foster va petit à petit se transformer en monstre déshumanisé et en perte de repères dans un monde qu'il ne comprend plus. Celui d'un rêve américain qui devient un brûlot politique à tendance suicidaire. Mais Chute libre, c'est également l'histoire de l'Amérique, où la ville de Los Angeles, de par ses habitants et ses différentes communautés, ses véhicules, ses buildings, ses terrains vagues, décors urbains d'ailleurs que Michael Mann reprendra 10 ans plus tard dans Collateral, font de la Cité des Anges un personnage à part entière par son organisme en mouvement constant. Un itinéraire symbolique où cet homme doit pour survivre se comporter comme un loup pour l'homme. Mais à l'inverse des films d'aventure, cette odyssée, devenant une quête identitaire, ne fait pas de William Foster un héros. Au contraire. Et en cela, le personnage de l'inspecteur Martin Prendergast sert de contrepoint idéologique, interprété par le toujours parfait Robert Duvall. Son chemin est inversé. Il est à son dernier jour de la retraite, sauf que cette ultime quête va l'amener à rompre les vœux de sa femme pour repartir au boulot dès le lendemain. L'un sème le désordre dans la ville, l'autre suit le premier dans son dévoiement, observe ses mouvements pour mieux le prendre en chasse quand il a compris ses motivations. Un refus d'existence qui se voit petit à petit à l'écran, d'abord la perte de sa voiture, donc, puis sa mallette, pour finir avec sa propre vie pour que sa fille puisse toucher l'assurance vie. Ne pas être présent physiquement, mais lui apporter une sérénité pour son avenir. Attends, on va chier un peu, mets-la sur ce cheval. Voilà. Attends. Du cocotte. Mets-la sur le cheval. Acheter ce foutu cheval. Voilà. Une véritable spirale autodestructrice permettant à Joel Schumacher de mieux créer une identification d'un monsieur tout le monde en proie à l'implosion, appelant à la conscience collective. Celle du ras-le-bol de trop, d'être manipulé par les hautes sphères à la bien-pensance douteuse, mensongère et matérialiste. Defense, longtemps nommé dans le film par la plaque d'immatriculation de sa voiture avant de connaître son identité, a malgré son caractère excessif une sincérité auquel le spectateur peut s'identifier, on va dire. Il est honnête et altruiste, agissant par instinct pour se détacher de son cadre et ainsi revenir aux fondamentaux, renouer les liens avec sa famille, même si son mariage a été un échec, délivrant de facto une parabole qui, dans sa perspective, part d'un rien du quotidien à une lutte sans merci dans une Amérique profonde qui a perdu de sa superbe. Oui, c'est à vous que je parle.
Je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas que vous qui avez besoin de téléphoner. Ah bon? Oui, Il n'y a pas que moi qui ai besoin de téléphoner. exactement, espèce d'égoïste. Ah, merde, ça c'est pas de veine. Parce que... Je crois qu'il est en dérangement. Joel Schumacher est bien sûr épaulé dans son propos par un Michael Douglas exemplaire, lunettes plaquées, costard cravate taillée, coupe cassée, regard perçant. Certes, on peut reprocher l'opposition entre William Foster et Martin Prendergast caricaturale, mais elle permet de mieux trancher sur sa vision des USA. Sachant que le réalisateur a souvent été taxé de réactionnaire dans son cinéma par ses idées d'auto-justice, voire la glorification de la violence et des vigilantes, il a souvent rendu hommage à l'un des films fondateurs du genre, Death Wish dans 8 mm et Le droit de tuer. Sauf qu'ici, Defense échoue dans son projet, mettant le spectateur dans une position instable entre la moralité du personnage et sa quête vengeresse. Une balance tremblante entre une Amérique blanche portée par Defense et l'Amérique multi-ethnique où les limites morales peuvent être franchies à tout moment, portant un discours sur les dérives du capitalisme et du profit à tout prix. Comme le moment où un noir habillé comme Defense brandit un panneau devant une banque économiquement non viable, prétextant qu'on lui a refusé un prêt alors qu'il était client dans cette même banque depuis 7 ans, avant de se faire embarquer par les flics, ou l'énervement de Defense au terrain de golf où les immenses espaces pourraient être remplacés par des parcs pour que tout le monde puisse profiter, autre que les riches qui ont besoin de leur petite tranquillité. Sans oublier la fameuse scène du fast-food où sa commande d'un petit déjeuner a été refusée pour quelques minutes. Effectivement, ça fout la haine. Tournez-vous, regardez. Vous voyez? C'est dodu, c'est juteux, 10 cm d'épaisseur. Et là... Vous avez vu cette chose molle, moche et ratatinée? Il n'y a personne qui pourrait me dire où se trouve l'erreur. Mais devant cette ambivalence, n'oublions pas que Defense a quelque peu sombré dans la folie, voulant rentrer chez lui, sauf que ce chez lui n'est qu'un lointain souvenir. En effet, son ex-femme a eu une injonction lui interdisant de s'approcher d'elle et de sa fille suite à son caractère instable et répréhensible. Defense, de par le nom, symbolise à merveille la vie de William Foster, sa perte d'emploi dans le secteur de la défense, justifiant sa frénésie justicière et partant dans la violence via un monde voué à périr de l'intérieur, terrassé par les aberrations du système. C'est bien, liberté de culte. Tu commences à piger. Ça fait du bien, non, d'exercer ses droits civiques. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Film le plus maîtrisé de son auteur, Chute libre est un pur roller coaster brisant un homme qui cherche à montrer les défauts de l'Amérique. Tour à tour proche et éloigné du spectateur, Michael Douglas compose un personnage émouvant et complexe dans un règlement de compte entre citoyens, policiers, ainsi que dans une certaine mesure le puritanisme américain. Joel Schumacher choisissant le parti pris de ne jamais montrer, à une exception près, les privilégiés, les patrons et les riches qui profitent des rouages du système. Une œuvre couillue et vénère qui tape dans le mille car partant d'une thématique parlant à tout le monde. Il y a des jours comme ça où la journée de merde se finit en véritable révolution. Chute libre est un film culte à découvrir d'urgence. Pilules? Oui. Et où elles sont, vos pilules? Voiture. On dirait que c'est pas votre jour de chance. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc Chute libre, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Un trip hallucinatoire sur une vision désenchantée de l'Amérique avec un Michael Douglas complètement déjanté. Ça vaut le coup d'œil. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.